Bienvenue sur CivilNet, mon invitée est Daphné Marais, elle est chef de délégation en Arménie au Comité international de la Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR donc, a longtemps joué un rôle clé dans les questions humanitaires entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, notamment sur les prisonniers, les personnes disparues, le rapatriement des corps et la protection des civils qui ont été affectés par le conflit du Haut-Karabakh. Du moins, c'était son rôle jusqu'à la fermeture de son bureau à Bakou. On va en parler ensemble. Bonjour Madame Marais, merci d'être Bonjour, avec nous. Donc je merci de me voudrais qu'on revienne, recevoir. c'est un plaisir. Donc je voudrais qu'on revienne directement sur cette fameuse fermeture donc ça s'est produit l'été dernier. L'Azerbaïdjan a annoncé qu'il y aurait une fermeture du bureau du CICR, ce qui a provoqué en Arménie une énorme inquiétude, vu que la Croix-Rouge, c'est une organisation qui est de nature neutre et qui est reconnue pour sa neutralité et qui constituait jusqu'alors le principal canal de communication entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans les questions humanitaires. C'était aussi un acteur clé dans les recherches des personnes disparues et qui assurait le suivi des rares Arméniens qui étaient restés sur place suite à l'invasion de 2023. Dans ce contexte, quelle est aujourd'hui la situation concrète du CICR sur le terrain en Azerbaïdjan et comment est-ce que vous maintenez le dialogue avec les autorités de Bakou et dans quelle mesure est-ce que vous pouvez assurer vos missions humanitaires sur place? Oui, alors effectivement, comme vous dites, suite à une décision des autorités azerbaïdjanaises, on a dû mettre une fin à notre présence physique en Azerbaïdjan en septembre 2025, l'année dernière. Euh, Peut-être ce qui est important de souligner dans ce cadre, c'est que ça ne diminue en rien notre engagement envers les personnes protégées par le droit international humanitaire, donc les personnes que vous avez mentionnées, les personnes disparues, les prisonniers en lien avec le conflit et les personnes qui sont restées sur place. Ça reflète simplement une décision des autorités sur place qui ont décidé que notre présence physique était plus nécessaire. Euh, Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne continue pas à être pleinement engagé pour ces populations. Comme vous avez mentionné, c'est important qu'on continue de l'être parce qu'on joue un rôle central et un rôle unique, je dirais, pour toutes ces populations. Donc, on a continué le dialogue avec les autorités azerbaïdjanaises et on a discuté une nouvelle manière de fonctionner, des nouvelles modalités de continuer à fonctionner. Vous aurez peut-être vu, il y a une dizaine de jours, on a eu notre présidente qui a été en visite en Azerbaïdjan, qui a rencontré les autorités là. Alors je ne peux pas vous dire en détail ce qui s'est discuté durant ces meetings parce que ça fait partie de notre dialogue bilatéral. On dévoile normalement pas exactement le contenu de toutes ces discussions, mais c'est juste pour vous montrer que cette collaboration continue et continue à fonctionner sous d'autres modalités. Parlons un petit peu des prisonniers de guerre arméniens, qui c'est l'un des points d'inquiétude de l'Arménie aussi. Selon les données disponibles, il y aurait plus ou moins une vingtaine, un petit peu moins, d'Arméniens qui seraient encore détenus à Bakou. Dans ce contexte, justement, vous n'êtes physiquement plus présent sur place euh, et où il y a certainement une absence de suivi régulier dans les conditions de vie des prisonniers. Comment quelles sont d'abord les informations que vous disposez? Comment est-ce que vous communiquez avec l'Azerbaïdjan à ce niveau-là? Est-ce que vous avez une idée de l'état de santé physique ou psychologique? Est-ce que vous recevez encore des informations à ce niveau-là? Est-ce que vous parvenez à maintenir un contact avec ces prisonniers et à répondre ne serait même partiellement à leurs besoins fondamentaux? Alors oui, pendant des années, on avait visité très très régulièrement les détenus en lien avec le conflit. Quand on était encore physiquement présent en Azerbaïdjan, c'était à peu près tous les 2 mois, parfois même plus. Et donc depuis septembre l'année dernière, depuis qu'on a mis fin à notre présence physique, on a discuté d'autres modalités pour continuer ces visites, pour continuer notre travail, pour continuer un suivi des quelques personnes détenues qui restent encore en Azerbaïdjan. Et donc, Donc vous y allez peut-être moins fréquemment maintenant comparé à votre présence physique. Vous êtes moins présent pour.
Oui, de fait, effectivement, Mm. c'est plus simple quand on est sur place Mm. d'y aller rapidement, d'y aller régulièrement. Mais là, on a une équipe de notre siège à Genève qui visite ces détenus, qui a été encore il y a pas si longtemps visiter les détenus selon les mêmes modalités, selon comme on le faisait par le passé. Donc ça n'a pas mis fin à nos visites en tant que telles des personnes protégées. On poursuit le dialogue avec les autorités pour continuer à faire ces visites. Et c'est un peu comme dans tous les pays. Notre capacité de visite est dépendante de la volonté ou non, évidemment, d'un pays souverain de nous laisser visiter. Après, ici en Arménie, on reste en contact avec les familles, évidemment, en contact très étroit, les familles des personnes qui sont détenues. On est à leur disposition pour répondre à toutes les questions qu'ils ont. Et puis, on est aussi là pour leur transmettre toute information importante ou toute information qui serait importante pour elles de savoir. Et on va continuer à faire ça et à fonctionner comme ça. Mhm. Et depuis votre dernière visite aux prisonniers, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur état de santé en général ou... On ne communique pas sur ce genre de choses en général, mais je vais dire, on continue à pouvoir avoir accès à ces personnes avec du personnel de santé, donc si besoin. Donc vous arrivez quand même à assurer un minimum leurs besoins, Oui, on même assure sur un place. suivi comme on le faisait par le passé, peut-être comme vous avez mentionné, un peu moins régulièrement, mais c'est toujours possible et c'est bien. On va parler des réfugiés de l'Artsakh, du Haut-Karabakh. Donc après l'offensive, pour remettre un petit peu en contexte, après l'offensive de l'Azerbaïdjan en 2023, c'était l'offensive finale, il y a plus de 100 000 Arméniens qui ont été forcés à fuir le Karabakh pour se réfugier en Arménie. 3 ans plus tard, quel bilan vous tirez de la prise en charge de ces populations déplacées? Quels sont aujourd'hui les besoins les plus vifs, les plus urgents, les besoins les plus urgents et les défis qui persistent auxquels vous faites face, ou en tout cas auxquels ils font face et que vous remarquez, que vous observez? Alors, on n'a pas été dans la coordination de ces activités pour ce groupe de population déplacée. Je ne pense pas que je suis la mieux placée ou que le CICR est le mieux placé pour vous donner une évaluation qui serait correcte de ce qui a été fait. Nous, on a simplement participé à ces opérations selon notre mandat. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des années qu'on est présent dans les populations frontalières, à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Ça, c'est notre spécificité, c'est les personnes qui sont affectées directement ou indirectement par les différentes escalations de conflits qu'il y a eu au cours des dernières années. Donc ça, c'est la population avec laquelle on a travaillé depuis des années. On a simplement, quand il y a eu ce déplacement depuis le Karabakh jusqu'en Arménie en 2023, on a simplement intégré ces personnes qui se sont déplacées dans ces régions à nos programmes qui étaient en cours, qui sont donc des programmes de soutien à la sécurité économique avec des activités génératrices de revenus, un soutien aussi au développement des soins de santé d'urgence, ce qui est important dans ces régions, et puis un soutien psychosocial. C'est toutes des activités qu'on a certainement augmentées dans les années 2020 et maintenant on continue à être présent dans ces régions-là avec effectivement peut-être des activités qui diminuent en raison des besoins qui diminuent aussi, je dirais. Donc ils ont des préparations particulières aussi à la frontière. Vous dites donc dans les villages qui sont à la frontière avec l'Azerbaïdjan, est-ce qu'il y a des formations particulières de soins au premier secours et ce genre de choses Oui, qui sont... exactement. On fait Ok. ça en lien avec aussi la Croix-Rouge arménienne. On essaye vraiment de répondre, vous savez qu'on est une organisation qui est plutôt axée sur l'urgence, donc on essaye de répondre à l'urgence, à la réponse à l'urgence quand elle est nécessaire. Mais, comme vous le savez, la région elle est très instable en termes de conflits. Ça ne touche pas que l'Arménie avec l'Azerbaïdjan, mais on a aussi un conflit en Iran et des tensions plutôt permanentes dans la région. Dans ce contexte, quelles sont vos priorités en tant que comité de la Croix-Rouge? Vous mettez vraiment le point sur quoi? Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant?
Je dirais, ça fait 34 ans qu'on est présent dans ce pays, qu'on est présent dans la région. Donc, ces 34 années, c'est plusieurs décennies où on s'est constamment adapté à la situation telle qu'on la voyait. On a adapté notre assistance, le volume de notre assistance, Vous l'avez augmenté. le type de notre assistance, on l'a augmenté selon les changements sur le terrain et le changement des besoins. Donc c'est pour ça qu'on est proche des populations. Et je dirais maintenant, on est dans une période où on a mis nos priorités sur d'autres aspects. Pour les nommer peut-être, maintenant les priorités sont sur les personnes disparues. En lien avec le conflit, et puis aussi les familles des personnes disparues auxquelles on doit toujours donner des réponses suite à ce qui s'est passé pendant les différents conflits. Ensuite, on essaye aussi de mettre l'accent sur le respect, la promotion du respect et de l'intégration du droit international humanitaire. C'est peut-être plus un travail de prévention qu'on fait à ce niveau-là. Et puis on essaye aussi de travailler en coopération avec le la Croix-Rouge arménienne. Oui, on continue à être présent après les périodes d'urgence, normalement dans les conflits, mais on se prépare aussi à des périodes d'urgence qui pourraient revenir. Vous avez mentionné le conflit en Iran, et voilà, on n'espère jamais que ça va arriver, mais on essaie aussi de préparer les populations et les autorités locales à se préparer à ça avec des plans de contingence. Après, dans la dynamique actuelle, je dirais qu'on va continuer à suivre ce qui se passe. Évidemment, on a une capacité à s'adapter au CICR qui est là depuis toujours, on s'adaptera. Et on offrira aussi nos services. On a des compétences, vous savez, on a aussi des rôles à jouer comme intermédiaire neutre, par exemple, dans des phases différentes, je dirais, du conflit. Donc on n'hésitera pas à mettre ça en avant et à le proposer si on voit qu'il y a des opportunités et que c'est nécessaire. Vous avez justement évoqué les personnes disparues et vous avez évoqué le fait que vous êtes présent sur le territoire arménien depuis 34 ans. À l'époque, je me rappelle, vous aviez fait une campagne justement pour les personnes disparues des années 90 lors de la première guerre du Haut-Karabakh. Et c'est comme un cycle, on a l'impression. Donc là, ça reprend et on parle de nouveau de nouvelles personnes disparues. Selon les chiffres officiels maintenant, il y a près de 200 Arméniens qui sont toujours portés disparus suite à la guerre de 44 jours. Vous avez parlé du fait que vous travaillez plutôt là-dessus et avec les familles. Est-ce que vous pouvez nous dire quel travail vous effectuez? Est-ce que c'est un travail de recherche encore et d'identification des disparus? Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre travail? Et comment est-ce que vous gérez la communication avec la famille? Comment est-ce qu'on fait un deuil quand on n'a pas de corps? Et comment on l'explique à ces familles qui restent, je l'imagine, dans l'espoir d'un miracle? Oui, comme j'ai dit, nos activités avec les personnes disparues se poursuivent. Elles ont commencé dans les années 90, elles se poursuivent. On a différentes catégories je dirais de groupes de personnes disparues au fil des années, mais le travail est le même avec toutes ces personnes. Elles vivent les mêmes choses, les mêmes douleurs. C'est très compliqué, comme vous mentionnez, c'est très compliqué pour une famille de ne pas savoir en fait. C'est certainement la chose la plus compliquée dans un conflit quand on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc nous, on travaille on est très proche des familles des personnes disparues, que ce soit toutes les catégories que vous avez mentionnées depuis les années 90. On a un travail d'accompagnement qui peut être un soutien psychosocial. On travaille aussi sur des programmes d'autonomisation de ces familles quand c'est nécessaire. Vous savez que parfois c'est la personne qui gagnait l'argent dans la famille qui a disparu, donc on a aussi des activités dans ce genre. Après, on a tout un travail aussi qui est important à faire avec les autorités arméniennes. Donc on travaille avec la commission interministérielle pour les prisonniers et les personnes disparues. On a une expertise de longue date dans ce dossier, qui est un dossier très compliqué. Donc on partage notre expertise, on donne des conseils, on discute sur comment communiquer avec les familles, aussi avec les familles, comment communiquer avec les autorités.
On travaille aussi avec les services médico-légaux en Arménie. Je mentionnerai par exemple ici, pour être un peu plus concrète, le travail qu'on fait avec le laboratoire d'ADN du service médico-légal qu'on accompagne dans son processus de certification internationale. Donc on travaille vraiment sur les compétences très techniques du personnel forensique pour les aider à donner des réponses. Après, tout ça, c'est au niveau arménien. Et c'est clair que la question des disparus, on l'a toujours traitée comme une question, je dirais une question régionale. C'est une question internationale, régionale ici. Et dans la période qu'on a actuellement, on ne peut qu'encourager les commissions, les différentes commissions. Il y en a une en Arménie, il y en a une en Azerbaïdjan, à travailler de manière conjointe pour donner des réponses aux familles. Donc là aussi, le CICR a un rôle à jouer d'intermédiaire neutre, à nouveau, dans faciliter ce dialogue, aider à faciliter ce dialogue, mais aussi à aider à des actions très concrètes dans ce domaine-là, si les deux États le veulent. Donc nous, on va continuer à offrir nos services et à les donner quand c'est souhaité. Je voudrais on va un peu clore tout ça avec une question un peu plus générale et globale. Le fondement du CICR, ça reste le droit international humanitaire. C'est la base de tout, c'est aider l'autre dans des situations de conflits internationaux. Ces dernières années, je pense que vous l'avez noté aussi, on observe qu'il y a une multiplication des violations du droit international et du droit international humanitaire dans plusieurs conflits à travers le monde, et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Quel regard vous portez en tant que chef de la délégation en Arménie du CICR? Quel regard vous portez sur cette évolution? Est-ce que selon vous, on assiste à une remise en cause structurelle de la notion même de droit international humanitaire? Est-ce qu'on va assister à des difficultés croissantes à faire respecter ces droits qui ont été consolidés il y a plus de 50 ans? D'abord, c'est un constat très lucide que vous faites, et merci pour cette question qui est très intéressante. C'est aussi un constat très alarmant, je dirais, que vous faites là. Pour répondre à votre question, je dirais que je ne pense pas qu'on assiste à une remise en question structurelle des normes qui existent en temps de guerre, mais plus peut-être à une volonté, à un manque de volonté politique de les appliquer. Je pense que c'est ça qu'on a en ce moment, et vous l'avez très bien décrit, ce qui se passe en ce moment. Je pense que les normes sont là, elles sont universelles, elles existent. Le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève, c'est un des traités qui a été universellement ratifié, ce qui est rare pour les traités. Je pense qu'à l'heure actuelle, même encore avec tout ce que vous décrivez, il n'y a aucun État qui va publiquement revendiquer le droit de torturer des prisonniers, de bombarder des écoles ou de bombarder des hôpitaux. Je pense que la question n'est pas là. Le changement, il est plutôt, je dirais, dans une forme d'érosion du respect du droit international humanitaire sur le terrain. À une forme aussi de permissivité de l'application du droit international humanitaire. En parallèle à ça, on assiste aussi à une sorte de déshumanisation des victimes, des victimes civiles, qui est certainement aggravée par les nouvelles technologies qui mettent un peu à distance tout ça. Et oui, on assiste à un risque actuellement que tout ça devienne la nouvelle normalité. Et du coup, quelles conséquences aussi pour les civils? C'est ça, si ça devient la nouvelle normalité, les conséquences sont graves et sont sérieuses. Et donc, c'est pour ça qu'en tant qu'organisation qui est garante du droit international humanitaire, on a décidé de lancer une initiative mondiale, qui tente de mobiliser les États, de réaffirmer leur engagement politique pour le
les normes en temps de guerre, pour le droit international humanitaire et d'influencer aussi les autres États quand elles le peuvent, de faire en sorte de faire respecter ces normes. Donc il y a une grande initiative au niveau mondial qui a été lancée à ce propos par le CICR et qui est soutenue par différents États. Et peut-être mentionner ici que l'Arménie a été un des premiers États à rejoindre cette initiative. Donc voilà. Ouais. Ça fait sens un peu pour l'Arménie. Merci beaucoup, Madame Je Marie, vous en pour prie, cette merci à vous. interview. Oui. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre Civilnet.